Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Inch'Allah, dans cette vidéo, on va essayer de continuer notre cours l'arithmétique dans Z. Bien. Tout d'abord, essayons de se rappeler de ce qu'on a déjà vu la séance précédente. Alors, dans la séance précédente, on a débuté une paragraphe intitulée Le plus grand commun diviseur et le plus petit multiple commun. En particulier, on a cité des petits rappels que vous avez déjà vus l'année dernière concernant la divisibilité dans Z. Puis, on a vu des compléments sur la divisibilité dans Z. Précisément, on a abordé, ou bien on a vu des propriétés qui seront très utiles dans cette leçon et qui ont une utilité très importante dans les exercices d'arithmétique. Alors, je conseille les élèves qui n'ont pas vu la séance précédente de la revoir pour bien démarrer cette partie. Pour cette séance, Inch'Allah, on va aborder deux sous-paragraphes. La première intitulée Le calcul pratique du PGCD, c'est-à-dire comment on peut calculer le PGCD de deux entiers relatifs d'une manière méthodique, et en particulier grâce à l'algorithme d'Euclide. Pour le deuxième paragraphe, on va aborder les nombres premiers entre eux. Bien. Commençons alors par le calcul pratique du PGCD. L'année dernière, vous avez vu ce qu'on appelle le lemme d'Euclide. Donc le lemme d'Euclide vous ramène ce qu'on appelle aussi l'algorithme d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit le lemme d'Euclide? Soit B deux entiers naturels non nuls, tels que B ne divise pas A, et soit le reste de la division euclidienne de A par B. Alors, le PGCD de A et B égale le PGCD de B et R. Tout d'abord, essayons de comprendre le lemme d'Euclide. Alors, soit et B deux entiers naturels non nuls. Comme vous le remarquez ici, on travaille dans l'ensemble n étoiles. Bien sûr, on peut travailler dans l'ensemble z étoiles, puisque le but du lemme d'Euclide est de déterminer le PGCD de deux entiers relatifs. Pourquoi? Parce que comme on a déjà vu dans la séance précédente, le PGCD de A et B, tel que A et B sont deux entiers relatifs, non nuls, égale le PGCD de la valeur absolue de A et B égale le PGCD de A et la valeur absolue de B égale le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Donc, la détermination du PGCD de deux entiers relatifs se ramène à la détermination du PGCD de deux entiers naturels. Puisque à la fin, le PGCD de A et B est le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B qui appartiennent bien sûr à l'ensemble N. Pourquoi ici on traite que les entiers naturels non nuls ou bien les relatifs non nuls? Parce que comme vous le savez bien, et comme on a déjà dit dans la séance précédente, que le PGCD de A est 0, quel que soit appartenant à Z égale la valeur absolue de A. On a écrit cela par convention. Tout simplement parce que quel que soit appartenant à Z, A divise Z. A divise 0. Donc 0 a une infinité de diviseurs. Alors on traite toujours les entiers qui sont non nuls. Bien. Surlignons ici ou bien soulignons ici les mots qui sont très importants dans ce lemme. Alors, il y a le mot ne divise pas, il y a le reste de la division euclidienne, il y a aussi la division euclidienne de A par B. Si vous le rappelez bien, vous avez déjà étudié la division euclidienne au primaire, au collège, au niveau tronc commun sciences et aussi au niveau première année sciences maths. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par la division euclidienne de A par B? Exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par la division euclidienne de 7 par 3? Donc la division euclidienne, c'est effectuer la division du
dividende par le diviseur, bien sûr, on restreint un nombre entier. Exemple, 7 divisé par 3, ça fait 2. Et le reste, c'est 1. On écrit 7 égale 3 fois 2 plus 1. Avec le 1, il est compris entre quoi et quoi? Entre le 0 au sens large, bien sûr, et le diviseur qui est 3. Donc la division euclidienne de A par B, c'est-à-dire qu'on doit déterminer le couple QR tel que Q appelé le quotient appartenant à Z, ou bien ici dans notre lemme à N étoiles, et le R appartient à l'ensemble N. Donc qu'est-ce qu'il dit le lemme? Le lemme dit que le PGCD de A et B n'est que le PGCD de B et du reste de la division euclidienne de A par B. En supposant par exemple qu'on traite ici la division euclidienne de A par B. Bien, un conseil que j'aimerais vous donner dans cette leçon, l'arithmétique dans Z, si vous voulez bien comprendre cette leçon, essayez toujours de faire les démonstrations et en particulier des propriétés les plus importantes, des théorèmes, des propositions et des lemmes comme celui-là qu'on est en train de lire maintenant. Essayez de faire les démonstrations à la main pour bien comprendre et pour ramasser ou bien pour former une banque d'idées et des astuces que vous allez l'utiliser dans les prochaines séances ou bien dans les exercices de l'arithmétique. Alors, en faisant les preuves, les démonstrations, sûrement vous allez développer votre niveau dans la résolution des exercices concernant l'arithmétique. Alors, appuyez sur cette vidéo et essayez de chercher une preuve de ce lemme à la main sur un papier blanc. Et rendez-vous tout de suite pour la correction ou bien pour la démonstration. Bien, essayons de corriger ou bien essayons de réaliser une preuve de ce lemme d'Euclide. Bien, puisque R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors il existe au moins, ou bien l'unicité, il y a l'unicité dans l'existence du couple QR, bien sûr, le quotient reste dans une division euclidienne. Il existe un Q, ou bien une Q appartenant à R, à N, tel que A égale B fois Q plus R. Et pour bien finir la division euclidienne, tel que R est compris entre 0 et B au sens strict. Bien sûr, la première idée, ou bien la première question qui vous pose maintenant dans votre tête, vous allez me dire que la division euclidienne, le reste doit être compris au sens large entre 0 et au sens strict entre B. Alors, comme une réponse de cette question, il ne faut pas oublier les données du lemme d'Euclide. On a B ne divise pas A. Le fait que B ne divise pas A, et si R a le droit de prendre 0, donc si R égale 0, on aura A égale B fois Q. Et si A égale B fois Q, alors on peut déduire que B divise A. Mais cela contredit le fait que B ne divise pas A. Donc, nécessairement, on doit avoir R est différent de 0. C'est-à-dire R est compris au sens strict entre 0 et B. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc, notre objectif, c'est montrer que le PGCD de A et B égale le PGCD de B et R. Donc, comment on va se procéder? Donc, parmi les idées les plus importantes pour montrer une telle égalité, c'est de donner, ou bien c'est de considérer que le PGCD de A et B égale D, et le PGCD de B et R égale D'. Puis, on doit montrer que D égale D'. Et pour montrer que deux entiers sont égaux, comme on a déjà vu la séance précédente, pour montrer que D égale D', on doit montrer que D divise D' et D' divise D. Mais vous allez me dire, D divise D et D' divise D implique que la valeur absolue de D égale la valeur absolue de D', et non pas D égale D'. Bien sûr, vous avez raison. Mais
D et D' qu'on a considéré ici et ici appartiennent à l'ensemble N, puisqu'ils représentent des PGCD. Donc, ils sont bien sûr des diviseurs positifs, ou bien c'est le plus grand diviseur strictement positif. Donc, la valeur absolue de D, ça sera D, et la valeur absolue de D', ça sera D'. Bien, donc essayons de réaliser ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors, on va poser que le PJ de A et B égale D, et le PGCD de B et R égale D'. Donc, montrons que D égale D'. Bien. Tout d'abord, on a le PJC de A et B égale D. Cela veut dire que D divise A et D divise B. Et puisque D divise A et D divise B, on veut montrer que D divise D', c'est-à-dire D divise B et D divise R. Le fait que D divise B, alors on a ce résultat obtenu, on le laisse, on le garde à côté. Reste à montrer que D divise R. Pour montrer que D divise R, on va remplacer quoi? On va remplacer R de cette égalité par A moins BQ. Donc D divise A, ou pardon, puisque D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B. Comme on a déjà vu l'année dernière dans les propriétés de la divisibilité, ou bien dans la séance précédente. Pourquoi j'ai pensé à utiliser le fait que D divise toute combinaison linéaire de A et B? Tout simplement pour aboutir à A moins BQ qui n'est que R. Donc D divise A moins B fois Q, une combinaison linéaire formée par le A et le B. N'oubliez pas que le Q ici appartient à l'ensemble N, donc c'est une combinaison linéaire. Travaillez dans l'ensemble Z. Donc D divise 1 moins BQ nous ramène à écrire que D divise R. Et on a déjà D divise B. Et le fait que D divise B et D divise R nous conduit à dire que D divise B, le PJD de B et R. D'où il s'ensuit que D divise D'. Donc gardons ce résultat. Maintenant reste à montrer que D' divise D pour aboutir à D égale D'. De la même façon, on va procéder de la même façon que la première. Donc on a le PGCD de BR égale D'. On a posé que le PJ de BR égale D'. Donc D' divise B et divise R. Donc nous on veut montrer que D' divise D. Et pour montrer que D' divise D, il suffit de montrer que D' divise A et B. D' divise B, c'est déjà un résultat abouti ici. Reste à montrer que D' divise A. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le R qu'on a ici, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. À quoi elle est égale? R alors égale A moins BQ. Donc, en remplaçant R par ou bien D' divise B et D' divise R, alors D' divise toute combinaison linéaire de B et R. En particulier, D' divise BQ plus R, qui n'est que A. Donc, D', on aura D' divise B et D' divise A, puisque A égale BQ plus R d'après cette égalité. Comme ça, on a abouti à D' divise B et D' divise A, d'où D' divise leur PGCD, qui n'est que D. Il s'ensuit alors que D' divise D. Donc, c'est le deuxième résultat. De 1 et 2, on déduit que la valeur absolue de D, attention, égale la valeur absolue de D'. Et le fait que D et D' sont deux entiers naturels, déjà, comme je l'ai dit avant, puisqu'ils sont tous les deux des diviseurs, ou bien des plus grands diviseurs des deux entiers A et BR respectivement, alors D et D' sont strictement positifs, d'où leur valeur absolue égale lui-même, c'est-à-dire D égale D'. Finalement, on aboutit au résultat qu'on veut démontrer, c'est-à-dire D c'est le PGC de A et B, et D' c'est le PGC de B et R. Bien. Alors récapitulons ce qu'on a déjà montré jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il dit le lemme d'Euclide? Le lemme d'Euclide nous informe que pour trouver le PGCD de deux entiers naturels non nuls,
on peut essayer de chercher le PGCD du B et R tel que R est le reste de la division euclidienne de A par B. Bien. Donc, puisqu'on a vu le lemme d'Euclide, on va maintenant aborder un résultat ou bien une conséquence du lemme d'Euclide qui n'est que l'algorithme d'Euclide. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'algorithme d'Euclide? Soit appartenant à Z étoile et B appartenant à N étoile. Lorsque B ne divise pas A, parce que si B divise A, la tâche est finie. Le PGC de A et B, ça sera que le B, puisque B appartient à une étoile, ou bien la valeur absolue de B. Donc lorsque B ne divise pas A, le plus grand commun diviseur des entiers A et B est égal au dernier reste non nul obtenu grâce à l'algorithme d'Euclide. Bien. Alors on va pas traiter la démonstration de l'algorithme d'Euclide, mais on va juste donner une explication de l'algorithme d'Euclide. Mais cette explication, il est basé sur la démonstration de l'algorithme d'Euclide que vous avez déjà vu l'année dernière. On va, Inch'Allah, répéter dans cette séance. Donc déjà ici, on considère que A appartient à Z étoile et B appartient à N étoile. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi ne pas considérer B appartient à Z étoile? Tout d'abord, comme vous le savez bien, on a déjà dit que le PGCD de deux entiers relatifs se ramène à chercher le PGCD de deux entiers naturels. C'est-à-dire le PGCD de A et B égale le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. De même, le PGCD de A appartient à Z moins étoile et B appartient à Z moins étoile nous ramène à chercher le PGCD de A et B appartenant tous les deux à N étoile au carré. Donc, il suffit d'étudier le cas où A appartient à Z étoile et B appartient à N étoile. Parce que soit les deux auront même signe, soit de signe contraire. Bien, essayons d'expliquer l'algorithme d'Euclide. Donc, le principe de l'algorithme d'Euclide est comme suit. On considère deux entiers A appartenant à Z étoile et B appartenant à N étoile. Toujours on dégage le 0 parce que, comme on a déjà vu, le PGCD de 0 avec n'importe quel entier relatif, c'est la valeur absolue de ce entier relatif. Donc pas la peine de traiter le cas où l'un des deux est nul. Donc soit appartient à Z étoile et B appartenant à N étoile. En faisant la division euclidienne de A par B, bien sûr, il existe un unique couple Q1 et R1 tel que Q1 appartient à Z étoile et R1 appartient à N tel que R1 est compris entre 0 et B1, strictement au sens large entre 0 et strictement entre B1, inférieur à B1. Donc, puisque R1 est supérieur ou égal à 0, on a par disjonction deux cas. Soit le R1 égale 0, soit R1 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, ou bien ce qui implique que R1 est différent de 0. Donc, on va traiter deux cas. Si R1 égale 0, on arrête l'algorithme. Pourquoi on arrête l'algorithme? Parce que si R1 égale 0, on aura A égale BQ1. Et si A égale BQ1 et Q1 appartenant à Z étoile, bien sûr, on aura B divise A. Et si B divise A, on aura le PGCD de A et B égale la valeur absolue de B, qui n'est que B ici, puisque B appartient à une étoile. Donc, la tâche est finie. En déduisant que le PGCD de A et B égale B, bien sûr. Sinon, si R1 est différent de 0, alors on continue à effectuer la division euclidienne, bien sûr, mais cette fois-ci, on fait la division euclidienne du diviseur par le reste. Le diviseur par le reste. Bien. On aboutit à l'existence d'un couple Q de R2, tel que Q2 appartenant à Z étoile et R2 appartenant à N étoile, avec bien sûr le reste R2 est compris entre 0 au sens large et strictement inférieur à R1. De même, on aura deux cas.
Par disjonction des cas, on aura deux cas. Soit R2 égale 0, soit R2 différent de 0, ou bien strictement supérieur à 0. Si R2 égale 0, on aura B égale R1 fois Q2. Donc R2 égale 0. Et si B égale R1 fois Q2, on aura R2 divisera B. Et si R1 divise B, le PGCD de B et R1, ça sera le R1. R1, il est positif, ou bien strictement positif. Et d'après le lemme d'Euclide, le PGCD de A et B, ça sera le PGCD de B et R1 qui sera égal R1. Donc, on arrête l'algorithme d'Euclide en déduisant que le PGCD de A et B égale R1. Sinon, maintenant, si R2 est différent de 0, on continue à effectuer la division euclidienne, et etc., jusqu'à trouver le PGCD de A et B. Bien sûr, si on suit le processus, ou bien si on fait l'algorithme d'Euclide, chaque fois qu'on trouve un reste non nul, le processus va sûrement s'arrêter. Pourquoi le processus engagé va s'arrêter? Tout simplement car sinon, s'il ne s'arrête pas le processus, on va construire, ou bien on construirait une suite d'entiers naturels, les R2, ou bien les restes appartiennent à l'ensemble N, qui est strictement décroissante. Le R2 est inférieur à R1. Bien sûr, ici, si on continue l'algorithme d'Euclide, on aura R3 inférieur à R2, strictement, R2 inférieur strictement à R1, et ainsi de suite. Mais cela, ça sera impossible. Pourquoi impossible? Parce que la suite qu'il va se construire, c'est une suite strictement décroissante. C'est une suite des suites d'entiers naturels. Donc, sûrement, on aura un reste nul pour ne pas dépasser le zéro. C'est-à-dire pour ne pas se ramener à des restes qui sont négatifs. Ou bien, autrement dit, la suite des restes elle est décroissante. C'est-à-dire R1 est strictement supérieur à R2, R2 est strictement supérieur à R3, R3 est strictement supérieur à R4, et ainsi de suite. La suite elle est strictement décroissante. Mais il convergera vers 0, puisque tous ces restes sont positifs. Donc il existera sûrement un entier P appartenant à N, tel que le RP, un reste sera différent de 0, et RP plus 1 égale 0, puisque la suite va converger vers 0 et ne pas dépasser 0, c'est-à-dire ne pas aller à un nombre, un entier relatif inférieur à 0. Donc sûrement on aura un reste, notez ici RP plus 1 égale 0, et celui qui le précède, ça sera RP différent de 0. Et d'après le lemme d'Euclide qu'on a déjà vu précédemment, on aura le PGCD de A et B égale le PGCD de A de B et R1 égale le PGCD de R1 et R2 et ainsi de suite jusqu'à trouver le PGCD de RP-1 et RP et de R qui n'est que RP finalement, puisque RP plus 1 égale 0. Donc par conséquent, on aura le PGCD de A et B égale RP. Et comme ça, on aboutit au PGCD de A et B. À titre d'exemple, pour bien assimiler l'algorithme d'Euclide, je vous propose cet exemple qu'on propose ici dans son énoncé de calculer le PGCD de 6468 et 1747 en appliquant l'algorithme d'Euclide. Bien sûr, si vous essayez de chercher le PGCD de 6468 et 1747 par la méthode classique, c'est-à-dire chercher l'ensemble des diviseurs de 6468 et chercher l'ensemble des diviseurs de 1747. Après, vous recherchez le plus grand diviseur commun entre les deux. Ce sera une méthode très longue, premièrement. Deuxièmement, ça risque d'erreurs de calcul. Et aussi, le fait d'avoir une méthode plus pratique
alors on doit utiliser la méthode la plus rapide. Bien sûr, il y a d'autres méthodes que vous avez déjà vues, soit dans le collège, soit dans le tronc commun, c'est-à-dire la méthode de la décomposition en facteurs premiers. Alors, ici, l'exemple vous oblige à utiliser l'algorithme d'Euclide pour bien l'assimiler, parce que cet algorithme va être très utile dans des paragraphes qui viendra dans cette leçon. Bien, appuyez sur la vidéo et essayez de chercher la solution dans un papier blanc et avec la main. Bien, corrigeons ensemble. Donc tout d'abord, on va effectuer la division euclidienne de 6468, c'est-à-dire le nombre le plus grand par le nombre le plus petit. Donc, si vous avez fait la division euclidienne, vous retrouverez ce résultat. 6468 égale 1747 fois 4 plus 280. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer, c'est-à-dire on va continuer à faire le processus de l'algorithme. On va diviser 1747 par quoi? Par 200, par le reste 280. On trouve que 1747 égale 280 fois 5, le quotient c'est le 5, et le reste c'est 147. Puisqu'on n'a pas trouvé un reste nul, alors on recommence aussi la division euclidienne en divisant 280 par le reste non nul, 147. On trouve que 280 égale 147 fois 1 plus 133. Puis on divise 147 par le reste non nul, 133. On trouve que 147 égale 133 fois 1 plus 14. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un reste nul. Alors on continue l'algorithme d'Euclide. On divise 133 par le reste 14. On retrouve 133 égale 14 fois 9 plus 7. On continue le processus, ou bien l'algorithme d'Euclide. On divise 14 sur 7. On trouve que 14 égale 7 fois 2 plus 0. Bien, le fait de trouver 0, c'est-à-dire on a pu trouver un reste nul, alors en appliquant l'algorithme d'Euclide, on déduit que le dernier reste non nul est 7. Ce qui permet de conclure que le PGCD de 6468 et 1747 n'est que 7, c'est-à-dire le dernier reste non nul. Bien, j'espère que vous avez bien compris le processus d'algorithme d'Euclide. Maintenant, à titre d'exercice, je vous propose un exercice d'échauffement pour utiliser ce qu'on a déjà étudié jusqu'à présent et pour bien assimiler les notions abordées afin de développer votre compétence, ou bien vos compétences à traiter les exercices de l'arithmétique. Alors, essayez à la main de chercher. Bien. Attaquons la réponse ensemble alors. Alors, la question posée est de déterminer le PGC de A et B. Le A égale 2n carré plus n et B égale n plus 1. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes, mais on va essayer d'utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc, en effectuant la division euclidienne, bien sûr, déjà il faut remarquer ici que le A est plus grand que B. Donc, en effectuant la division euclidienne de A par B, on aura A égale 2n carré plus n, soit en utilisant une factorisation partielle, soit la division euclidienne. 2n carré plus n n'est que 2n moins 1 facteur 1 plus 1 plus 1. Bien sûr, il faut faire apparaître le b qui est égal à 1 plus 1. Donc 2n plus 1 plus n égale 2n moins 1 fois le b plus 1. Avec le b, pour dire que c'est une division euclidienne de a par b, il faut mentionner que le 1 qu'on a trouvé ici, il est compris entre 0 et b. Bien sûr, b qui n'est que n plus 1, il est strictement supérieur à 1. Pourquoi? Parce que n est un entier relatif non nul, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à 1. Donc 1 plus 1, ça sera supérieur ou égal à 2. D'où 1 plus 1, ça sera strictement supérieur à 1. Bien.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué la division euclidienne de A par B. Et le reste c'est 1. Donc 1 n'est pas un reste nul. Donc on doit continuer à effectuer la division euclidienne de B par 1. Et si je vous dis comment on peut écrire le B, c'est-à-dire 1 plus 1 en fonction de 1, vous allez me répondre tout simplement que B égale 1 plus 1 égale 1 plus 1 fois 1 plus 0. Donc 0 est un reste nul. D'où, d'après l'algorithme d'Euclide, on aura le dernier reste non nul dans l'algorithme est 1. Ce qui permet de conclure que le PGC de A et B n'est que 1. Bien. Et à titre d'information, lorsqu'on trouve deux entiers relatifs qui ont un PGCD égale 1, on dit que ces deux entiers sont premiers entre eux. Et c'est le paragraphe qu'on va aborder maintenant. Bien. Donc, les nombres premiers entre eux. Tout d'abord, il ne faut pas comprendre un nombre premier avec les nombres premiers entre eux. Donc ici, il s'agit de traiter les nombres, et non pas le nombre, les nombres premiers entre eux. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on veut dire par deux entiers relatifs non nuls qui sont premiers entre eux? Donc, vous avez déjà vu la définition l'année dernière, est aussi dans le niveau tronc commun sciences, bien sûr. Donc, on dit que A et B sont premiers entre eux si le seul diviseur positif commun à A et B est 1. Autrement dit, c'est-à-dire le PGCD de A et B égale 1. Bien, la définition elle est claire. Deux entiers relatifs sont non nuls, bien sûr, sont premiers entre eux si leur PGCD égale 1. À titre d'exemple, les nombres 5 et 9 sont premiers entre eux. Pourquoi? Car le PGCD de 5 et 9 égale à 1. De même, les nombres moins 15 et 32 sont premiers entre eux. Pourquoi? Car le PGCD de moins 15 et 32 égale 1. Bien. Un résultat que vous avez déjà utilisé, soit dans l'arithmétique dans N, que vous avez déjà vu dans niveau tronc commun, soit l'année dernière, première année sciences maths, deux entiers relatifs, successifs et non nuls sont premiers entre eux. Qu'est-ce qu'on veut dire par deux entiers relatifs successifs? C'est-à-dire soit n appartenant à z, étoile, non nul, son successeur n'est que n plus 1. Ou bien, l'entier qui précède n plus 1, c'est n. Donc, quel que soit n appartenant à z étoile privé de moins 1, pourquoi j'ai dit ici privé de moins 1? Parce que puisqu'on parle de n plus 1, on va parler de n plus 1, donc l'entier doit être non nul, bien sûr, alors n doit être différent de moins 1. D'où le PGCD de n et n plus 1 égale à 1. Pour bien comprendre cette phrase, ou bien cette proposition, essayons de la démontrer, puisqu'on a déjà maintenant des outils pour démontrer ce résultat. Donc pour montrer que le PGCD de n et n plus 1 égale 1, on va procéder comme on a déjà fait avant. Soit D, le PGCD de n et n plus 1. Alors D divisera n et n plus 1. Puisque D divise n et divise n plus 1, alors D divisera toute combinaison linéaire de n et n plus 1. En particulier, D divisera leur différence, c'est-à-dire D divise n plus 1 moins n. Donc D divise 1. Et comme vous le savez, les diviseurs de 1 sont que 1 et moins 1. Et puisque D représente un plus grand diviseur, alors D sera 1. Donc le PGCD de n et n plus 1 égale à 1. Et on dit alors finalement que n et n plus 1 sont deux entiers premiers entre eux. Bien. Maintenant on va traiter, ou bien on va voir un théorème qui est très important à la suite de ce cours. Déjà pour son utilisation dans la démonstration des autres théorèmes, aussi son utilisation pratique pour la résolution de plusieurs exercices en arithmétique. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème? Soit A et B deux entiers relatifs non nuls,
et D un entier naturel non nul. Alors, si on a le PGCD de A et B égale à D, cela équivaut à dire, ou bien équivaut à qu'il existe au moins un couple entier alpha et bêta appartenant à Z carré tel que A égale alpha fois D et B égale bêta fois D et le PGCD de alpha et bêta égale 1, c'est-à-dire alpha et bêta sont premiers entre eux. Déjà parmi l'utilité de ce théorème, il nous ramène à un PCGD de deux entiers qui est 1, c'est-à-dire premier entre eux. Donc de même, pour bien comprendre le théorème, essayez à la main de faire la démonstration. Faites pause à ce vidéo et essayez de chercher une preuve convenable au théorème. Bien. Travaillons ensemble. Alors tout d'abord, essayons d'analyser l'énoncé du théorème 1. On veut montrer une équivalence. Et pour montrer une équivalence, c'est-à-dire il faut montrer la condition suffisante et la condition nécessaire, ou bien l'implication directe et l'implication indirecte. Si vous pouvez, ou bien si vous croyez que vous pouvez démontrer l'équivalence à la fois, alors faites-le si c'est possible. Sinon, essayez de montrer l'équivalence par les deux implications directes et indirectes. Bien. Donc on va se procéder par démontrer les deux implications. Tout d'abord, on va montrer que si D égale le PJ de A et B, cela implique l'existence de ce couple qui vérifie ces conditions. Donc supposons que D est le PJCD de A et B. À votre avis, comment on va montrer l'existence de deux entiers relatifs et qui vérifient ces deux égalités? Tout simplement, le fait que D est le PJC de A et B, cela nous conduit à dire que D divise A et D divise B. Et d'après la définition de la divisibilité dans Z, D divise A et D divise B, cela implique qu'il existe alpha appartenant à Z tel que A égale alpha fois D, et bêta appartenant à Z tel que B égale alpha fois D. D'où l'existence de ce couple, qui vérifie alpha égale alpha fois D et B égale bêta fois D. Donc déjà on a montré ces deux égalités. Il reste à montrer que alpha et bêta égale 1, c'est-à-dire premier entre eux. Comment on va procéder pour le montrer? Tout simplement, on va essayer d'utiliser une propriété déjà vue la séance précédente en remplaçant A par alpha fois D et B par bêta fois D. On aura D égale quoi? Alpha fois D, en remplaçant A par alpha fois D et B par bêta fois D. D égale le PGCD de alpha D et bêta D. Dès que vous voyez cette égalité, ce qui frappe dans votre petite tête, c'est utiliser une propriété déjà vue. C'est celle qui nous permet de factoriser par la valeur absolue de D. Donc, on a déjà vu que le PGCD de C fois A et C fois B égale la valeur absolue de C, le PGCD de A et B. Donc ici, on va factoriser par la valeur absolue de D. Et bien sûr, puisque le D est un PGCD, donc c'est un entier strictement positif, d'où la valeur absolue de D égale 1. Et le fait que la valeur absolue de D égale D, le fait que la valeur absolue de D égale D, et on a D égale D fois le PJC de alpha fois B, bêta, puisqu'on travaille dans l'ensemble Z, D égale D fois le PJC de alpha et bêta, sûrement on aura le PJC de alpha et bêta égale 1. Essayez de le comprendre vous-même, c'est pas dur. On a fini alors l'implication directe, c'est-à-dire on a pu montrer la condition suffisante et maintenant essayons de montrer la condition nécessaire, c'est-à-dire l'existence d'un couple entier alpha-bêta qui vérifie ces conditions impliquera que le PJCD de A et B n'est que le D qui est ici, le D. Donc on va supposer qu'il existe un couple alpha-bêta appartenant à Z carré tel que A égale alpha fois D et B égale bêta fois D et le PJC de alpha et bêta
égale 1. Et on va montrer que le PGCD de A et B égale D. À votre avis, comment on va procéder? Bien sûr, on va démarrer par simplifier ou bien par remplacer A et B par leurs valeurs écrites ici dans la supposition, dans les données. Donc, on a alors le PGCD de A et B égale quoi? En remplaçant A par alpha D et B par alpha fois D, en utilisant de même cette propriété qu'on a déjà vue ici, en factorisant par la valeur absolue de D qui n'est que D, on aura D facteur le PGCD de alpha et bêta. Et puisque le PGCD de alpha et bêta égale 1, on remplace le PGCD de alpha et bêta par 1, on aura D fois 1, donc égale D. Et comme ça, on a pu avoir le résultat. Finalement, on conclut alors qu'on a cette équivalence. Donc, essayez de mémoriser ce théorème dans votre cerveau parce qu'il sera très utile, soit dans les démonstrations des théorèmes du cours qui arrivent, soit dans les exercices de l'arithmétique. Bien, passons maintenant à un deuxième théorème. Donc, qu'est-ce qu'il dit le deuxième théorème? Soit et B deux entiers relatifs non nuls, et D un entier naturel non nul. Alors, si on a le PGCD de A et B égale D, cela impliquera l'existence d'un couple entier UV tel que D égale AU plus BV. Bien. Avant de faire une démonstration de ce théorème, essayons d'analyser bien et comprendre ce théorème. Donc, le fait d'avoir le PGCD de deux entiers, alors on a une égalité qui s'écrit en fonction de A et B et D. Donc, il y a l'existence d'un couple entier qui vérifie cette égalité. Ce théorème sera lui aussi très utile pour démontrer un théorème très important dans ce cours appelé le théorème de Bézout. Alors tout d'abord, essayons de faire la preuve de ce théorème. Essayez de le faire vous-même à la main avant de voir la correction. Bien. Preuve. Soit A et B deux nombres appartenant à Z étoile. Donc, le fait que le PGCD de A et B, comme on a déjà vu dans la séance précédente, égale le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B, donc quitte à remplacer A par la valeur absolue de A et B par la valeur absolue de B, alors il suffit de traiter le cas où A et B sont deux entiers naturels. Et bien sûr, puisqu'on travaille dans N, il suffit de traiter le cas où A et B sont des entiers naturels tels que B inférieur ou égal A. Donc, le fait que l'ensemble N est totalement ordonné, c'est-à-dire A et B appartiennent à N, donc ils sont comparables. Donc, on peut considérer que B est inférieur à A. De même, si vous voulez supposer que A est inférieur à B, vous faites par symétrie la même démonstration. Donc, le fait qu'on travaille dans l'ensemble N, étoile bien sûr ici, et on veut montrer l'existence de deux couples qui vérifient une certaine condition qui est cette égalité, et le fait qu'on a quel que soit A et B, on veut la montrer cette égalité quel que soit A et B. Donc cela nous fait penser, ou bien nous ramène à penser à une démonstration que vous l'avez utilisée plusieurs fois dans l'ensemble N. C'est la démonstration ou bien la démonstration par récurrence. Vous allez me dire, nous on est habitués à utiliser la démonstration par récurrence en utilisant l'indice N. Et si on n'a pas N, mais bien sûr, vous devez réfléchir un petit peu plus loin. Donc, soit vous utilisez la récurrence sur B, soit sur A, puisque le A et le B, on a dit qu'il appartient à l'ensemble N. Donc, démontrons l'existence de U et V par une récurrence sur B appartenant à une étoile. C'est-à-dire,
on va démontrer par récurrence sur B appartenant à N la propriété suivante P de B pour tout A appartenant à N étoile. Donc, il existe un couple UV entier tel que D égale A fois U plus BV. Remarquez ici que j'ai écrit ici la propriété P indice B. Vous êtes habitué d'utiliser P indice N, mais ici la récurrence va se faire sur le B. Bien, pour mieux organiser ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc on va partir, ou bien on va supposer que le PGCD de A et B égale D, et on veut montrer par récurrence cette proposition. Bien, donc démontrons par récurrence sur B appartenant à une étoile la propriété suivante. Tout d'abord, si je vous pose la question, quelles sont les étapes de la démonstration par récurrence? Bien sûr, vous allez me répondre, il y a 3 étapes. La première, c'est l'initialisation. La deuxième, c'est l'hérédité. La troisième, c'est la conclusion. Bien, commençons par l'initialisation. Donc, le fait que B appartienne à N étoile, donc la première valeur que B puisse la prendre, c'est 1. Donc, on doit montrer que P1 est vrai. C'est-à-dire, pour tout A appartenant à N étoile, il existe un couple entier tel qui vérifie AU plus 1V égale quoi, à votre avis? Puisque B égale 1 et puisque D représente le PJCD de A et B, donc le PJCD de A et 1, ce n'est que 1. Donc 1 égale A fois U plus V. Bien sûr, on a P1 est vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que pour tout appartenant à une étoile, si je vous demande d'écrire le 1 qui représente le PJCD de 1 et A, puisque B égale 1, si je vous demande d'écrire 1 sous forme ou bien en fonction de A, vous allez me dire 1 égale A fois 1 plus 1 fois 1 moins A. Sachant bien sûr que dans ce cas, le D n'est que le 1. Alors, qu'est-ce qu'il représente le couple cherché? Tout simplement, on peut prendre U égale 1 et V égale 1 moins A. D'où le résultat est vrai pour P1. Donc l'existence d'un couple entier qui vérifie cette condition, bien sûr, avec le D égale 1, en mettant en considération que le B égale 1. Maintenant, passons à l'hérédité. Donc, la récurrence se fait, attention, elle se fait toujours sur B. Donc, soit B appartenant à une étoile, qu'est-ce qu'on doit supposer à votre avis? On doit supposer que la propriété P de B, elle est vraie. Et on l'a montré qu'il est vrai pour le terme, ou bien pour B plus 1. Vous êtes familier à utiliser le N. Vous supposez qu'il est vrai pour P de N, vous la montrez qu'il est vrai pour Pn plus 1. Ou bien vous supposez qu'il est vrai pour P de N moins 1, et vous devez la montrer qu'il est vrai pour Pn. De même, on va considérer qu'il est vrai pour non seulement pour B moins 1, mais jusqu'au rang B moins 1. Alors ici, je vais faire une petite pause pour vous expliquer quelque chose qui est très important au cours de cette démonstration. Vous savez, ou bien vous avez étudié la récurrence. Mais la récurrence que vous avez utilisée, n'est qu'un type de récurrence. Parce qu'en mathématiques, il existe 3 types de récurrence. Je vais aborder qu'une que vous n'avez pas vue dans votre programme. La récurrence que vous avez étudiée l'année dernière, c'est la récurrence faible. Parce que vous supposez que la propriété est vraie pour le rang B-1 et non pas jusqu'au rang B-1. Mais la récurrence forte nous donne, ou bien suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang B-1, c'est-à-dire il est vrai pour B-1 et B-2 et B-3 jusqu'à le premier terme, jusqu'à le rang 1.
puisque B appartient à une étoile. Donc on va utiliser cette récurrence forte. Donc on suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang B-1 et on va la démontrer qu'il est vrai pour P de B, c'est-à-dire au rang B. Donc soit A appartenant à une étoile. Donc on commence par le fait que A elle est choisie arbitrairement. A appartient à une étoile. On sait que le D égale le PJC de A et B. C'est une donnée du théorème. Donc si on effectue la division euclidienne de A par B, on aura A égale B fois Q plus R, l'existence d'un couple QR, tel que Q appartient à Z étoile, R appartient à une étoile, avec bien sûr, pour qu'il soit une division euclidienne, avec le reste, il est compris entre 0 et B. 0 au sens large est strictement à B. Le fait que R est strictement inférieur à B et R est un entier naturel, et le fait que la proposition est vraie jusqu'au rang B-1, donc R est strictement inférieur à B, implique que R est inférieur ou égal B-1. On travaille dans l'ensemble N. Donc R strictement, je répète, R est strictement inférieur à B, implique que R est inférieur ou égal B-1. Donc, le fait que R est inférieur ou égal B-1 et le fait d'après HR, c'est-à-dire la supposition de la récurrence, la propriété P de B, elle est vraie jusqu'au rang B-1, donc la propriété sera aussi vraie pour P de R. Donc, et d'après le lemme d'Euclide, il ne faut pas oublier que le PJC de A et B n'est que le PJC de P et R, d'après le lemme d'Euclide. R, le reste de la division euclidienne de A sur B, de A par B. Et d'après HR, donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence sur ces deux entiers. Ici, qui représente A, c'est le R. D'après HR, on a la propriété P de R est vraie. Qu'est-ce qu'on veut dire par P de R est vrai? C'est-à-dire, il existe, je vais nommer le couple U'-V', un couple entier U'-V', qui vérifie que D, puisque le D est le PGCD de BR, que B égale BU' plus RV'. Donc R joue le rôle de A ici. Donc D égale BU' plus RV'. Bien, on a donc, en remplaçant R par 1 moins BQ, dans cette égalité, on aura BU' plus A moins BQV' égale D. J'ai renversé ici l'égalité. En simplifiant le calcul, on aura AV' plus B facteur U' moins QV' égale D. Alors ici, on a abouti à une égalité qui ressemble à l'égalité cherchée. Il suffit de poser U cherché égale V' et V cherché égale U' moins QV' pour avoir l'égalité cherchée. D'où D égale AU plus BV avec U égale V' et V égale U' moins QV'. Donc, on a pu démontrer que P de P est vrai. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on aura, quel que soit A appartenant à une étoile, quel que soit B appartenant à une étoile, il existe un unique couple UV appartenant à Z carré tel que D égale AU plus BV. Si je dois rajouter quel que soit B appartient à une étoile. Je l'ai oublié ici. Ce qu'il fallait démontrer. Bien, revenons à notre théorème pour bien le comprendre. Soit B, qu'est-ce qu'il dit? Le théorème de soit B deux entiers relatifs non nuls et D un entier naturel non nul. Alors si le PJCD de A et B égale D, cela implique l'existence d'un couple entier UV qui vérifie une égalité D égale AU plus BV. Ici, vous devez faire attention à quelque chose, ou bien à un point très important dans le théorème. À retenir, la réciproque du théorème 2, est-ce qu'il est vrai, à votre avis? Est-ce qu'il est vrai?
C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'équivalence? Est-ce que le fait que deux couples, ou bien que deux entiers UV existent et qui vérifient la condition D égale AU plus BV, impliquera que le PJCD de A et B sera D? Bien sûr, la réciproque est incorrecte. Et pour vous convaincre, il suffit de chercher un contre-exemple. Donc, considérons ce contre-exemple. On a 3 fois 4 moins 2 fois 5, 12 moins 10, ça fait 2. Donc, on a une égalité qui ressemble à cette égalité. Mais, si on prend le A égale 4 et le B égale 5, donc le PGCD de 4 et 5, ça fait combien? C'est 1. Ils sont premiers entre eux. Déjà, ils sont deux nombres successifs, comme on a déjà vu. Donc 4 et 5, leur PGCD égale 1, et non pas 2. Donc, la réciproque, elle est fausse. Deuxième point à retenir, est-ce que les deux couples qui existent ici sont uniques? Déjà, dans l'énoncé du théorème, on a écrit il existe au moins. Le fait de dire qu'il existe au moins, bien sûr, cela nous conduit à penser qu'il y en a d'autres. Mais pour être convaincu, est-ce que le couple UV elle est unique? Tout simplement, on peut donner un exemple. Regardez ici, ou bien remarquez ici que on a le PJCD de 9 et 4 égale 1. Et 1, on peut l'écrire sous forme de 1 fois 9 moins 2 fois 4. Donc ici le U c'est 1, le V c'est moins 2. Mais est-ce que, à votre avis, le fait que le PJCD de 9 et 4 égale 1, il existe seulement ce couple 1 et moins 2 qui vérifie cette égalité? Bien sûr, il suffit de rajouter et de retrancher afin d'aboutir à une égalité qui fait apparaître le 9 comme un facteur et le 4 comme un facteur. Par exemple, on a aussi 1 peut s'écrire sous forme de moins 43 fois 9 plus 97 fois 4. Il suffit ici de cette égalité 1 égale 1 fois 9 moins 2 fois 4 de soustraire moins 44 ici. Si on écrit ici 1 moins 44, donc j'ai ajouté moins 44 fois 9, je dois la soustraire. Donc je dois ajouter moins 44 fois 9 et ajouter 44 fois 9. 44 fois 9 s'écrit sous forme de 4 fois 11 fois 9, c'est-à-dire 396. Donc en écrivant 40 ou bien 4 fois 11 fois 9, oui, on a 11 fois 9, ça fait 99. On peut factoriser par 4. En considérant ici le moins 2, on aura 97. L'essentiel ici, c'est qu'on a trouvé un exemple qui nous montre que le couple UV, ici le couple UV, c'est quoi? C'est moins 43 et V c'est 97. Donc le couple UV n'est pas unique. Donc à retenir. Bien, comme ça, on a pu terminer notre partie de ce cours. Mais avant cela, je vous propose un exercice de perfectionnement que vous allez essayer de le résoudre, Inch'Allah, pour la séance prochaine. Donc l'énoncé d'exercice dit résoudre dans un carré le système S suivant. Le produit de XY égale 23 040 et le PPCM de XY égale 960. Alors, Inch'Allah, la solution, ça sera la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, faites bouger vos stylos pour bouger vos cerveaux et bien assimiler ce qu'on a déjà abordé jusqu'à présent. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et merci pour votre attention. Et comme je le dis toujours, essayez de manger bien, de dormir bien et de réviser vos leçons bien.
et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et au revoir. Can you forgetting me?